Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour faire le bilan de cette année 2025. J'ai vu à peu près 160 films cette année, dont une cinquantaine qui sont sortis en 2025. Et on va se focaliser sur cette année puisque je vais tout simplement vous donner mon top 10 des films qui sont sortis en 2025 en France. Même s'il me reste encore quelques-uns à rattraper, notamment Avatar 3 que je n'ai pas encore vu. Avant que cette vidéo commence et que je vous présente mon top 10, vous pouvez voir en première ligne de la description, vraiment la toute première, il y a un lien Google Forms qui va être mis à disposition et qui représente tout simplement une vidéo que je vais faire, c'est un tournoi des films 2025. Vous pouvez tous y participer, il suffit de cliquer sur le lien et de choisir votre film préféré pour chacun des duels qui va être proposé. Allez, on commence avec ce top 10. D'ailleurs, ça va être ultra subjectif. Des fois, il y aura des films qui seront beaucoup mieux qualitativement parlant, mais que j'ai moins apprécié que certains autres. Bref, vous verrez ça. Le premier dont j'aimerais parler, que j'ai classé en 10e position, c'est sorti en début d'année et c'est Real Pain de Jesse Eisenberg. Marcia! Thank you, David. But it's amazing that you're here, putting yourself out there so boldly for me. Thank you, man. Let's go smoke a joint. À la base, lui, c'est un acteur que vous avez certainement déjà vu dans peut-être Social Network de David Fincher ou alors dans la saga Insaisissable pour citer les œuvres les plus connues avec lui. Mais il est passé de l'autre côté, derrière la caméra, pour réaliser ce premier film, où il joue dedans aussi par ailleurs. Une histoire entre deux cousins qui se sont vus il y a très longtemps, qui sont absolument opposés dans le caractère, qui font un voyage pour honorer le décès de leur grand-mère en Pologne, là où il y a eu toutes les horreurs lors de la Seconde Guerre mondiale. Un film de mémoire touchant avec deux acteurs absolument magnifiques. Parce que si on parle de Jesse Eisenberg, qui est un très bon acteur et qui a encore une performance assez excellente dans ce film, il faut pas oublier, et les gens ne l'ont pas oublié, Kieran Culkin, qui a reçu un Oscar dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance assez folle. C'est un film qui m'a beaucoup touché, je me souviens encore de la séance alors que c'était il y a presque un an maintenant, parce que je crois qu'il est sorti vraiment au tout début d'année 2025. Et ouais, ça me tenait à cœur de le mettre dans ce top 10. Et bien évidemment, je vous conseille de le voir. En 9e position, j'ai mis un film qui est moins connu, pareil, qui est sorti en début d'année, qui s'appelle 5 septembre de Tim Fellbaum. Television. Whose story is that? Is it ours or is it theirs? C'est un film qui va traiter des attentats de Munich lors des Jeux Olympiques de 1972 où la délégation israélienne avait été prise en otage et tout ça termine sur un drame où plusieurs athlètes ont été tués. C'est pas un film drôle du tout, mais il y a un point de vue qui est très intéressant puisque nous ne sommes pas du point de vue des athlètes ou au cœur de l'événement, mais plutôt des journalistes qui couvrent celui-ci, ces Jeux Olympiques habituellement, et qui se retrouvent à devoir parler d'un attentat qui se fait en ce moment même en direct à la télé. Ça nous montre donc tout l'impact que peuvent avoir les médias, puisque ces terroristes à un moment regardaient la télévision et avaient des informations à travers celle-ci, ce qui était ne serait-ce flippant. Ils savaient qu'ils étaient filmés, ils savaient qu'ils étaient vus, qu'on les avait repérés. Je sais même pas d'ailleurs s'ils n'ont pas appris des informations d'où était située la police à travers la télé. Bref, je vous laisserai découvrir ça. En tout cas, c'est un film que je vous conseille parce que la tension monte vraiment d'un cran et chaque décision, même s'ils sont loin de tout ce qui se passe, ils sont pas exactement au cœur de l'action, chacune de leurs décisions, de ce qu'ils vont relayer au monde, a une importance et c'est des choix qui pèsent lourd dans la balance, surtout quand on voit le dénouement de ce drame. Là pour le coup, c'est ce que je vous disais, c'est un choix ultra subjectif puisque ce parking qu'on voit, cette place, ce quartier, ce stade, ce parc, c'est des endroits où j'ai vécu tout un semestre. Je vous avais emmené avec moi pendant 6 mois à Munich où j'avais fait 5-6 vidéos. Et l'appartement que vous avez vu, où j'ai vécu pendant plusieurs mois, le parc que je vous avais fait visiter, etc., c'est des lieux qu'on retrouve dans le film. Je me pose la question d'ailleurs si le bâtiment dans lequel on voyait les terroristes, c'était pas le bâtiment où je vivais, tu vois. C'est vraiment un film qui me marquera longtemps parce que à chaque fois que je le verrai, je me dirais, mais en fait, non, j'ai marché là tranquille, j'ai vécu dans ces immeubles, dans ces chambres, je les connais, je sais exactement comment elles sont agencées, quoi. Et c'est bizarre de savoir que tout s'est passé aux endroits où t'as vécu, quoi. C'était assez troublant, vraiment marquant. C'est certainement ça qui a fait que j'étais vraiment concerné par le film et que j'ai été plongé dedans, qui m'a plus touché que peut-être certains d'entre vous. En tout cas, je vous conseille vraiment ce film 5 septembre.
On change d'ambiance et on passe au film qui est classé 8e dans ce top 10 et il est sorti vraiment il y a quelques semaines. Il s'appelle Running Man, réalisé par Edgar Wright. C'est un film de l'action pure, vraiment avec Glenn Powell. Le but c'est de survivre. On a des explosions, des actions, des tirs pendant 2 heures, mais c'est cool. C'est vraiment du divertissement. En veux-tu, en voilà. J'ai vraiment passé une super séance devant, quoi. Franchement, je trouve que c'était bien rythmé, que le montage était trop bien, des transitions un peu smooth, un peu dures, enfin vraiment la bonne transition au bon moment. Je sais pas qui était le monteur de ce film, mais franchement un grand bravo parce que c'est lui qui m'a gardé dedans. À chaque fois que je voyais une cut, j'étais en mode putain, et super imagination quoi. J'ai vraiment été plongé dans le film. C'est ce genre de film que j'adore aller voir au cinéma, tu vois. Avec le son, l'ambiance, ça explose de partout, il y a des moments de tension, des moments où t'es surpris. Ce que j'aime dans le cinéma finalement quoi. Pas forcément toujours à être touché dans le drame machin, des fois juste un bon gros film d'action, ça fait plaisir et c'est exactement ce que ce film propose. On n'est jamais dans un truc qui va trop loin, tiré par les cheveux, où la situation n'a aucun sens. Non, franchement, ça a une bonne ligne directrice. Tous les événements s'enchaînent plutôt bien. Comme je l'ai dit, il y a des moments de pause qui sont les bienvenus avant une grosse scène d'action. Honnêtement, ouais, je vous le conseille, il doit être encore au cinéma. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, foncez, n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup. Et en 7e position, c'est également un film qui est sorti il y a quelques semaines et que là vous pourrez voir assez longtemps si vous avez Netflix puisque c'est tout simplement une production de la plateforme. C'est le 3e film de la saga à couteau tiré qui s'appelle Wake Up Dead Men, réalisé par Rian Johnson. This case is solvable, right? I'm incapable of not solving a crime. Oh, you'll see. It's fun. C'est une nouvelle enquête avec Benoît Blanc et son casting XXL. Je pense notamment à Josh O'Connor, Jeremy Renner, Glenn Close, Josh Brolin, aussi Kaylee Spenny et Andrew Scott. Juste ces noms-là, vous avez quasi la totalité du casting pour vous dire à quel point c'était assez garni. La saga à couteau tiré, c'est une saga que j'adore puisque on essaye de résoudre les crimes en même temps que Benoît Blanc, cet enquêteur joué par Daniel Craig. Et tous ces films abordent les enquêtes de manière différente. Dans le premier film, c'était une femme qu'on était sûr et qu'on avait vu effectuer le crime et prouver son innocence. Dans le deuxième, c'est limite si on connaissait le coupable puisqu'il le criait partout, mais il fallait prouver que c'était lui, ce qui était impossible. Et là, dans le troisième, c'est expliquer l'inexplicable. Tout ça sous couvert d'un thème autour de l'église, de la religion, etc., qui était vachement intéressant. L'atmosphère dans laquelle évoluaient nos personnages, franchement, m'a beaucoup plu. Ça met peut-être un chouïa de temps quand même à se mettre en place. Je crois qu'il y a 45 minutes de mise en situation avant que les événements commencent à s'enchaîner. Mais bref, c'est haletant, c'est intriguant et évidemment, on a envie de savoir qui a commis le crime à la fin, quoi. Et je terminerai sur ce film pour revenir sur un acteur qui me plaît beaucoup depuis 2 ans maintenant, c'est Josh O'Connor, que j'ai découvert dans Challengers, comme certainement beaucoup de monde. Je l'ai revu notamment dans Rebuilding. Il a le rôle principal et ça fonctionne très bien. Et maintenant, on le retrouve dans une grosse production Netflix avec Rian Johnson, où là aussi, sa performance est touchante. Il y a des scènes avec lui qui me font beaucoup plaisir, notamment quand il a un clash avec Josh Brolin, qui est un peu son adversaire direct dans le film, ou encore quand il a cette séquence avec un appel téléphonique. Vraiment, il nous émeut. C'est un acteur qui mérite tout son succès et j'espère qu'il connaîtra encore d'autres grosses productions. Notamment, je crois qu'il est au casting du prochain Steven Spielberg Disclosure Day, qui sortira en juin 2026, dont on parlera bien évidemment. J'espère que c'est un gars qu'on retrouvera bientôt dans des cérémonies où il pourra être nommé à différentes récompenses. Numéro 6, on va parler d'un grand réalisateur qui a sorti un nouveau film cet été, qui s'appelle Darren Aronofsky, et je vais bien sûr parler de Pris au piège avec Austin Butler, Matt Smith et Zoe Kravitz. Qui t'a fait ça? La pistola. Soit j'obtiens ce que je veux, soit mon pistolet parle pour moi. Un film qui sort de ce qu'il a l'habitude de faire, notamment d'habitude, Aronofsky, c'est souvent du body horror. Si vous regardez Requiem for a Dream, si vous regardez Black Swan, il propose souvent aussi des films dramatiques, comme The Whale, son dernier film en date où il avait gagné un Oscar grâce à Brendan Fraser.
meilleur acteur dans un rôle principal, si je dis pas de bêtises, et on le retrouve aujourd'hui à la tête d'un nouveau film qui change pas mal de ce qu'il avait l'habitude de faire. On est sur un thriller avec beaucoup d'action, beaucoup de touches d'humour, dont le plot de base est assez fantastique, c'est un gars qui doit s'occuper du chat de son voisin pendant qu'il est en voyage. Et c'est ça que j'adore en fait chez Aronofsky, c'est que il y a une ligne de pitch qui paraît totalement folle, mais qui t'emmène dans un périple de plus de 2 heures avec des actions, des péripéties, un dénouement que tu ne pouvais pas prévoir juste si tu parlais juste de ce postulat-là, quoi. C'est incroyable. Et c'est ça qui fait que j'ai adoré ce film. Il y a ça que j'aime bien, il y a aussi le fait qu'on retrouve Austin Butler dans un rôle un peu moins ténébreux. Il fait toujours bad boy, parce que voilà, c'est son physique aussi qui veut ça, mais il a un rôle un peu plus un peu différent en fait de Elvis ou ce qu'on a vu dans Dune 2 ou dans Backriders, et j'aime bien parce que ça permet d'élargir un peu sa palette de jeux, de nous proposer autre chose, un truc avec un peu plus d'action, et ouais, j'aime beaucoup sa performance, j'aime de plus en plus cet acteur et je suis content de le retrouver avec de grands réalisateurs comme ça après Denis Villeneuve, franchement. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que l'acteur qui est différent dans ce film, il y a également le réalisateur, parce que même dans la mise en scène, on ressent pas forcément que c'est du Aronofsky. Honnêtement, si on nous le dit pas, je suis pas sûr qu'on le voit, sincèrement. Mais le fait de savoir que c'est lui, que c'est un peu son histoire, c'est dans les quartiers où il a vécu, c'est peut-être son film le plus personnel au final, ça vaut le coup d'aller le voir pour ceux qui n'aimaient pas Aronofsky en plus habituellement. Le fait qu'il ait pris un petit virage dans sa mise en scène, ça peut intéresser, et franchement j'ai été plutôt attiré par ce qu'il a fait. En plus c'est une petite touche comique, des fois absurde, qui font penser à Nora de Sean Baker, qui a gagné quand même les 5 grands Oscars lors de la dernière cérémonie. C'est pas n'importe quoi. Prise au piège n'aura pas la fame d'Anora, mais malgré tout, il sera cool. Et puis rien que pour Matt Smith avec une coupe iroquoise, moi je dis ça vaut le coup de voir ce film. Mesdames et messieurs, nous rentrons dans mon top 5 des films de cette année 2025. Et le film que j'ai mis en 5e position, c'est F1, le film de Joseph Kosinski. There's 20 other drivers still out on that track. Do you think any of them respect us? On retrouve ce réalisateur après Top Gun Maverick, qui est encore une fois un film que j'ai trouvé exceptionnel, vraiment. En attendant, on a F1 avec Brad Pitt et Damson Idris, un film qui a été tourné pendant de vraies courses de F1 sur des vrais circuits avec du vrai public. Et ça fait vraiment plaisir qu'il y ait eu autant d'investissement pour produire un film aussi réaliste et passionnant que celui-ci. Franchement, j'ai beaucoup kiffé, on est en pleine immersion. Il y a eu plein de moyens mis en place pour qu'on sente un peu comme dans Top Gun Maverick finalement, qu'on soit avec eux à bord des monoplaces, qu'on ressente ce qu'ils ressentent, que ce soit spectaculaire, que ce soit fait pour le cinéma, et ça fonctionne de ouf. J'ai vraiment pris mon pied devant ce film F1. En plus, bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que le sport c'est quelque chose j'allais dire que j'adore, mais c'est même plus que ça, c'est une passion. Vous regardez les dernières vidéos que j'ai fait, on a un after movie sur du badminton et un vlog sur le Grand Prix de France Moto. Vous savez très bien que le sport, j'adore ça. C'est évident que j'allais le mettre aussi haut, même si certains fans vraiment focus sur la Formule 1 et des professionnels qui connaissent le milieu vont peut-être dire que oui, il y a des choses qui sont pas réalistes et tout, mais c'est fait pour le cinéma, c'est fait pour avoir du spectacle différemment de ce qu'on a lors des vraies courses, toucher un public plus large, et c'est un vrai régal. Donc pour toutes ces raisons, ce film F1 mérite d'être dans mon top 10. Mais voilà, F1 ça restera tout de même derrière Une bataille après l'autre, réalisé par Paul Thomas Anderson. Freedom is no fear, just like Tom Cruise. Un autre gros réalisateur qui sort un film cette année, on aura quand même été relativement gâtés, je trouve. Et attendez 2026 parce qu'il y a des makers qui vont arriver, hein. Mais pour revenir sur Une bataille après l'autre, ouais, c'est un film qui est poignant, qui est marquant, qui est intéressant aussi parce que ça dénonce très clairement tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Même si on te le dit pas directement à l'image, tu le comprends très bien parce que on est spectateur et on n'est pas stupide et on sait ce que veut transmettre le réalisateur à travers son film, et il le fait vachement bien. Il le fait vachement bien, une mise en scène qui lui est très propre, très singulière, mais que j'ai beaucoup appréciée. Notamment, tout le monde ressort cette séquence, cette course-poursuite en voiture,
dans ce paysage très vallonné qui est très original dans la manière dont elle est filmée et qui fonctionne super bien parce que ça te permet d'avoir tous les protagonistes de cette course-poursuite dans un même plan sans qu'ils soient vraiment collés les uns aux autres, d'utiliser le paysage pour cela. Enfin, c'était vraiment très bien filmé et très appréciable à regarder, franchement. Voilà, c'est la séquence marquante de ce film. Son final est vraiment du pur cinéma. J'ai beaucoup apprécié ça. Et étonnamment, c'est un film qui dure 2h50, 3h. Elle passe très bien, on s'ennuie à aucun moment. On peut parler aussi rapidement du casting. Je suis désolé, moi j'ai cette théorie que DiCaprio ne se trompe jamais quand il choisit un film. Vous regardez sa filmo, il y a quand même 90% des films qu'il a fait qui sont des chefs-d'œuvre ou qui sont de très bons films. Et c'est vraiment un truc de ouf comment ce mec arrive à travailler avec les meilleurs, mais surtout à se trouver dans tous les bons coups. En plus, il est super bien épaulé dans le film. Je pense notamment à Sensei de Benicio del Toro qui rajoute cette touche d'humour à ce mec complètement du père. J'ai beaucoup aimé ce personnage et également cette petite jeune qui, j'espère, va éclater dans l'avenir, Chase Infinity, qui joue la fille de Leonardo DiCaprio dans ce film et qui est tout simplement impressionnante. Là encore, dans le final de ce film, elle est géniale et c'est presque sa performance que je vais plus retenir que celle des grands acteurs qui sont à côté d'elle. Donc franchement, pour ça, un immense respect. Et pour terminer avec une bataille après l'autre, on n'a pas un bon film sans un bon méchant. Et Sean Penn, il fait un excellent méchant. Il y a ajouté des gimmicks, des attitudes qui sont vraiment singulières à ce personnage, qui le rendent encore plus reconnaissable, plus réaliste, plus détestable, qui fait de lui l'un des méchants les plus marquants de ces dernières années, je pense. Et je déconne même pas vraiment, je me souviens de lui, je me souviens de son attitude, je me souviens de sa morale, très discutable par ailleurs, et c'est ça qui rend un personnage excellent aussi. Pour toutes ces raisons, je n'ai pas peur de dire que je pense qu'on entendra parler de une bataille après l'autre lors de récompenses, de cérémonies, comme par exemple les Oscars, qui arriveront fin février, début mars, et j'espère que ça en gagnera, notamment que Sean Penn gagnera un Oscar parce qu'il le mérite très bien. On arrive sur le podium de ce top 10, et si j'ai parlé d'une bataille après l'autre, vous prenez ça, et on va à l'opposé complet, puisqu'on se retrouve avec Zootopie 2. On les poursuit! J'avais envie de mettre un film d'animation et ce film en particulier sur le podium en 3e position, réalisé par Jared Bush et Byron Howard, parce que c'est aussi pour gratifier un peu le travail qu'a fait Disney sur cet opus. Disney, un peu comme Pixar et surtout comme Marvel, c'est des franchises que je trouve qui sont un peu à l'arrêt, qui rament un peu, qui sont en difficulté, un petit peu malades en ce moment. Et avec Zootopie 2, j'ai l'impression de les retrouver, quoi. C'est un film qui reprend tout du premier, presque tout du premier, mais qui pousse les curseurs un peu plus loin dans chaque aspect du film, qui fait que je trouve que cet opus est meilleur que celui qui est sorti il y a presque 10 ans maintenant, en 2016. Ils ont mis le temps pour le réaliser. Heureusement qu'ils l'ont fait parce que, pareil, c'était une des meilleures séances que j'ai passées cette année avec toutes tranches d'âge. T'avais des parents, t'avais des enfants, t'avais des adultes qui étaient venus sans enfants parce qu'ils voulaient voir un Disney. Et ça faisait vraiment plaisir parce que tout le monde rigolait à l'unisson, était pris dans le film, peu importe la tranche d'âge, et c'était vraiment assez agréable à vivre. Sans déconner, j'ai vraiment bien rigolé dans ce film. J'étais pris par l'histoire, par l'intrigue, par cette enquête avec nos deux personnages, touché par eux à des moments parce que c'est pas toujours drôle, mais il y en a pour tous les publics et c'est ça qu'on a envie de voir dans un Disney. Faut pas oublier que c'est pas uniquement pour les enfants. C'est des films qui doivent toucher deux publics, les jeunes à travers leur animation, mais aussi les adultes qui ne doivent pas s'ennuyer en emmenant leurs enfants au cinéma. Et ce film le réussit avec brio. Donc voilà, Zootopie 2, c'est encore en salle, ça devrait le rester un petit peu, donc foncez le voir, vous allez pas être déçus. Il nous reste deux films dont on va parler, et en 2e position, j'ai décidé de parler de Sing Sing, réalisé par Greg Huedar. This is a clemency hearing for your conviction 25 to life. Since you've been in custody, you've been involved in a theater program. Gentlemen, let's go. Alors aux États-Unis, il est sorti en 2023, je sais, mais en France, il est sorti en janvier 2025. Donc, on a le droit d'en parler.
Sing Sing, ça parle de prisonniers qui sont incarcérés dans la prison de Sing Sing, d'où le nom du film, qui ont fait des erreurs dans leur vie, qui sont irréparables. On ne doit pas les excuser de ça, d'ailleurs c'est absolument pas le propos du film. Mais ce qui est intéressant, c'est que à travers ces murs gris, cet endroit où ils vont pour la plupart passer le restant de leur jour ou au moins beaucoup d'années avant de sortir, ils vont essayer de s'évader autrement. Et ils vont le faire par l'art, et plus particulièrement le théâtre. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant et super touchant, c'est que ces hommes qui ont fait des actes qu'on peut juger sans cœur ou sans âme se retrouvent plongés dans un univers où ils en ont besoin. Où ils ont besoin d'aller chercher au fin fond d'eux-mêmes des émotions qu'ils peut-être ne se connaissaient pas, qui sont en train de se découvrir, s'ouvrir à un monde. Et c'est ça qui est émouvant, c'est que dans ce cadre qui n'est absolument pas propice à pratiquer le théâtre, avec des personnes qui sont vraisemblablement les dernières auxquelles tu penses pour faire ce genre d'activité, tu les vois évoluer, être touchés, être sensibles. Des émotions que tu ne vis pas normalement, enfin, que tu ne peux pas montrer en prison, parce que c'est un milieu dur et compliqué. Et de voir des gens comme ça s'ouvrir, s'évader par l'art, le théâtre, c'est juste beau, quoi. Et c'est juste beau, c'est touchant. La BO du film est marquante et ça te noue la gorge, ça te met les larmes aux yeux et ça mérite qu'on en fasse sa promotion. Donc c'est Sing Sing de Greg Cuedar avec comme tête d'affiche Colman Domingo qui est absolument resplendissant dans tous les rôles qu'il fait. Je l'ai vu dans plusieurs rôles, Colman Domingo. C'est incroyable à quel point cet acteur est exceptionnel. Je pense qu'à un moment, je vais me taper tout sa filmo parce qu'il est tout simplement génial à regarder. C'est toujours un plaisir de le voir à l'écran. Et dernière particularité de ce film, c'est que ce film est tiré d'une histoire vraie, de vrais prisonniers qui ont été enfermés dans cette prison de Sing Sing. Et ces vrais prisonniers, c'est les gens que vous voyez à l'écran autour de Colman Domingo. C'est les vrais acteurs qui ont été les vrais prisonniers qui ont inspiré cette histoire. Et quand vous avez tout le contexte, ça rend le film encore plus beau. Donc, une dernière fois, ça s'appelle Sing Sing. Je pense que le suspense a assez duré. Découvrons le film que j'ai mis en premier dans ce top 10, mon film préféré de 2025. C'est un film français qui s'appelle L'Avenue de l'avenir, de Cédric Clapiche. Quoi? Je crois que j'ai trouvé un trésor. C'est-à-dire? À bientôt, Gaspard. 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 Mon père, c'est qui mon père? Je suis pas un grand fan de Clapiche, pas parce que j'aime pas, juste parce que j'ai pas vu beaucoup de ses films, voire très très peu même. L'atmosphère qu'il y a eu autour de cette séance de cinéma de ce film La Venue de l'avenir rend celui-ci encore plus exceptionnel. On est un mardi, il est 16h30, 17h. La salle est pas très grande pour la projection de celui-ci, je crois que je suis à UGC Gobelin. À ma droite, il y a des quarantenaires. À l'arrière, il y a des jeunes et à ma gauche, deux petites dames qui ont 70 ou 80 ans. Ce qui est ouf, c'est que l'atmosphère de cette séance, c'est exactement ce que prône le film. On navigue entre deux époques, différentes générations. Une où on découvre Claude Monet et tous ces peintres impressionnistes qui vivaient à cette époque, et 2024. Un truc comme ça. On parle d'héritage, de famille, d'art, évidemment, et personne juge. Il n'y a pas une époque qui va dire que c'était mieux avant, ce sera mieux plus tard. Aucune critique de la société. On va te balancer des informations à travers le film, mais sans aucun jugement. On te donne les faits pour que toi, spectateur, tu te fasses ton propre avis, que tu participes d'une certaine manière au film et que tu en comprennes le message qui découle, qui est que c'est pas que c'était mieux avant, que ce sera mieux après, ou que là on est à notre prime, ou cette époque c'est de la merde. C'est juste que aujourd'hui, l'art, le monde, la société est comme ça maintenant, elle est belle maintenant, et il faut pas être nostalgique du passé puisqu'elle était juste belle autrement. Mais dans le passé aussi, il y avait des erreurs et des choses bien. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est juste qu'il faut accepter d'évoluer avec son temps. C'est magnifique, tout simplement, parce que c'est dit avec tellement de bienveillance, de politesse, de gentillesse. C'est peut-être ça qui manque en ce moment aussi, où on voit que des choses négatives qui se passent. On se dit que c'est la merde partout, ce qui n'est pas totalement faux non plus. Mais voilà, ce film te fait relativiser un petit peu tout ça en te disant que il s'est toujours passé des trucs moches autour de nous, mais peut-être que si on voit que les trucs moches, c'est peut-être parce qu'on a décidé de voir les trucs moches et qu'il y a des choses magnifiques qui se passent.
et qu'il faut ouvrir les yeux aussi à ce moment-là. Je parle d'un point de vue sociétal, mais je parle aussi d'un point de vue artistique où c'est traité dans le film, une époque où on voit l'arrivée de la photo, un peu comme l'arrivée de l'IA où la peinture va cesser d'exister maintenant qu'on peut faire de la photographie. Et en fait, on te dit, non, ça va pas cesser d'exister, c'est juste autre chose, une autre forme d'art qui va avoir sa place tout autant que la peinture a sa place aujourd'hui, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, même l'IA, peut-être qu'un jour, on arrivera à régulariser correctement tout ce qui est question d'intelligence artificielle qui permettra non pas de remplacer des métiers, mais de permettre à ce que tout coexiste ensemble. Et à ce moment-là, on pourra dire que ça peut être intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle, mais faut laisser les choses évoluer, qu'elles prennent leur place, une place logique et cohérente dans la société pour que tout le monde soit gagnant dans cette histoire. C'est ça l'avenue de l'avenir qui fait que tous ces éléments sont transmis avec bienveillance, gentillesse et courtoisie, en plus d'une histoire de famille, de décors sublimes, d'acteurs géniaux, bref. J'ai pleuré la moitié du film et c'est ce qui fait de ce film mon film préféré de 2025. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Dites-moi en commentaire votre film préféré de l'année ou votre top 10 carrément. Faites le vôtre, hein. N'oubliez pas, tout premier lien dans la description pour participer au tournoi des films 2025. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis pas le thème, vous verrez très bien en temps et en heure. À très bientôt.